de la leucémie myéloïde chronique, ou LMC, commence en 1845, donc au milieu du XIXe siècle, quand à quelques semaines d'intervalle, deux médecins, un Anglais, John Hughes Bennett, et un Allemand, Rudolf Virchow, décrivent dans des revues médicales chacun un cas de patient présentant une maladie avec une augmentation de la rate, du foie et des globules blancs. C'est cette pathologie que l'on nomme aujourd'hui leucémie myéloïde chronique. Le docteur Bennett pensait que l'origine de cette maladie était infectieuse. Et le docteur Virchow, quant à lui, pensait que le problème se situait plutôt au niveau de la moelle osseuse et pour cela a proposé le terme de leucémie, qui vient du grec leukos, qui signifie blanc. C'est en 1960, presque un siècle plus tard, que deux chercheurs américains de l'université de Philadelphie, les docteurs Peter Nowell et David Hungerford, publient dans la prestigieuse revue Science la découverte de la moelle de patients atteints de leucémie myéloïde chronique d'un petit chromosome anormal. À ce moment-là, c'est la première fois qu'une anomalie chromosomique est associée de façon spécifique à une maladie du sang. Mais à cette époque, les techniques de coloration des chromosomes sont bien moins performantes que celles que nous utilisons aujourd'hui et le marquage en bande des chromosomes n'existe pas encore. Il faudra attendre 1970 pour avoir ces techniques de bande performantes. Ce petit chromosome n'est donc pas identifié au moment où Nowell et Hungerford le trouvent sur les chromosomes de ces patients et les deux chercheurs le nomment chromosome de Philadelphie du nom de la ville où il a été découvert. En 1973, à Chicago, le docteur Janet Rowley montre, grâce aux nouvelles techniques de coloration, qu'en fait, ce petit chromosome qu'avaient découvert à Philadelphie Nowell et Hungerford n'est pas tout seul. Il résulte d'une translocation, c'est-à-dire un échange de matériel chromosomique entre un chromosome 9 et un chromosome 22. Et c'est au début des années 80 que les gènes impliqués dans cette translocation sont identifiés. Sur le chromosome 9, le gène s'appelle Abelson, on l'appelle ABL, et sur le chromosome 22, le gène s'appelle BCR. Le gène ABL est le gène important, puisque c'est sur lui que sera basé le premier traitement ciblé en hématologie. La protéine produite par le gène Abelson est ce que l'on appelle une protéine tyrosine kinase. Ceci signifie que cette protéine est chargée, dans la cellule, de capter des groupements phosphates et de les transférer à d'autres protéines qui, elles, ont besoin de ces groupements phosphates pour fonctionner. Pour loger ces groupements phosphates, les protéines tyrosine kinase, donc Abelson, possèdent une poche spéciale où vient se nicher le groupement phosphate pour permettre de le transporter. Dans la leucémie myéloïde chronique, l'échange de matériel chromosomique, de morceaux de chromosomes entre les chromosomes 9 et 22, conduit au rapprochement et à la fusion des gènes Abelson et BCR, qui à l'état normal sont séparés, et là vont se trouver rapprochés, et du fait de ce rapprochement, la protéine tyrosine kinase ABL va s'emballer et capter de plus en plus de phosphates sans arrêt, elle va les mettre dans sa poche et elle va venir activer les autres protéines d'une façon débridée, beaucoup trop par rapport à la normale. C'est ainsi qu'on va aboutir à la leucémie myéloïde chronique. Pour empêcher cet emballement et donc essayer de traiter les patients, en 1998, un premier médicament a été mis au point. C'est donc un anti-tyrosine kinase qui va agir de façon spécifique, précise au niveau de la protéine Abelson, en venant se nicher dans la poche destinée au groupement phosphate et empêcher ainsi la fixation du groupement phosphate. Ce médicament a révolutionné le traitement de la leucémie myéloïde chronique. Depuis, d'autres inhibiteurs de tyrosine kinase sont apparus sur le marché, en particulier en 2006 et 2007. Et actuellement, de nouvelles générations d'inhibiteurs de tyrosine kinase sont à l'étude. Si on est enfant et qu'on présente une maladie rare qui risque de devenir chronique, sans doute on grandit avec cette histoire de maladie. Si on est à l'adolescence, c'est drôlement plus embêtant. Parce que c'est le moment où on vit au présent. Et une chronicité, un risque d'avenir va être complètement dommageable. Puisqu'on vit au moment, les copains, les copines, le moment présent, le samedi soir, et brutalement, j'ai une maladie chronique. Et si on est à l'âge adulte, une maladie chronique, c'est
aussi quelque chose qui va scander sa vie de manière différente. On risque de mettre en deçà de ses objectifs et de ses problématiques d'avenir. Alors déjà, il ne faut pas que la famille dise il faut que tu aies le moral quand tu as une maladie. Ce serait déjà, si on éliminait cette bêtise, ce serait déjà quelque chose d'assez essentiel. La famille doit rester, c'est paradoxal ce que je vais dire, comme avant. La famille idéale, ce serait quelqu'un qui gronderait un adolescent casse-pied, qui dirait pense à ton avenir, un enfant assez instable. Ce serait aussi quelqu'un qui, si la maladie est mal partie, au niveau pronostic, ferait vibrer les moments de jolie vie avant, quoi. Ça serait à peu près ça. Mais en même temps, c'est plus facile pour moi parce que je ne suis pas dans cette situation. Si je suis dans cette situation, je ne sais pas trop comment je serais. Avoir des enfants, c'est se survivre. On le voit bien d'ailleurs de manière terrible avec les enfants en situation de handicap où souvent les parents disent « je voudrais qu'ils meurent ou qu'elles meurent avant moi ». Alors qu'être parent, c'est essentiellement vouloir mourir avant ses enfants. Et on le voit surtout bien avec les grands-parents, lorsque l'enfant a une maladie ou un adolescent qui peut être mortel, ils disent « pourquoi c'est pas moi qui ai cette maladie plutôt que lui ?» En fait, la temporalité d'une famille, c'est se survivre grâce aux enfants. Et donc, une maladie chronique et grave chez l'enfant pose le problème de l'avenir des parents et non pas uniquement de l'enfant. Alors, les garçons sont fragiles. Les filles, en général, sont impeccables, quoi. Les femmes sont toujours impeccables. Les garçons, ils sont pour la facilité, quand tout va bien. Ils sont très bien quand tout va bien, les hommes. Quand ça va mal, ils sont un peu plus discutables. Non, je crois qu'il faut aider ces pauvres hommes à être pas mal, même quand un enfant est malade. Ça serait à peu près ça, mon message. Il va y avoir sans doute des histoires assez complexes dans les interlocuteurs. On peut peut-être avoir une place un peu singulière. Par exemple, tu n'as pas assez entendu les réserves d'espérance qu'il t'a formulées. Je pense que le proche est peut-être celui qui doit attraper les moments d'espérance, de réserve d'espérance, alors que l'autre est plus désespéré. Vous savez, c'est pas parce qu'on a un enfant malade, par exemple, qu'on n'est pas anxieux ou pessimiste a priori. Et donc, il faut savoir avec qui on vit pour mettre un peu d'optimisme au milieu de ce pessimisme ambiant, quoi. Je crois que c'est ça les places. Alors, par contre, celui qui est pessimiste, ben, il doit aussi s'en rendre compte en disant qu'il n'aggrave pas par son pessimisme le pessimisme déjà ambiant. C'est une question d'équilibre, une question de... Il faut bien connaître ses défauts pour pouvoir avoir quelques qualités, quoi. Je crois que lorsque l'enfant est petit, ça ne sert à pas grand-chose de lui en parler. Quand l'enfant est en phase de latence, quand il est à l'âge du primaire, les maladies le passionnent, alors pourquoi pas. Et quand il est à l'adolescence, il faut savoir aussi qu'il ne veut ne pas en parler. Vous voyez, c'est pas toujours le sujet malade qui compte, c'est le stade de développement de l'enfant auquel on parle. C'est-à-dire que le sujet malade doit rester un parent qui observe le développement de son enfant et qui, selon les stades de développement de son enfant, peut ou non lui parler, quoi. Il n'y a pas de standard. Un message d'espoir, c'est que, vous savez, Spinoza, le grand philosophe, dit que le sage n'est pas triste. Je ne vois pas pourquoi les médecins le seraient et pourquoi les patients le seraient. Entre nous, qu'est-ce qu'on risque à être optimiste ? Quel est le risque de croire en l'avenir, de croire à l'hypothèse vraiment minime de se tirer d'une situation mauvaise ? Moi, je crois que j'ai eu une expérience très, très douloureuse il y a quelques années où je souffrais beaucoup de la mort d'une amie qui m'était très chère et je croise un cancérologue à l'aéroport à Paris. Cette femme étant soignée à Marseille. Et c'est un mauvais cancer, je vais dire. Et donc je lui dis, alors que je savais que c'était un mauvais cancer, il me dit, et ce cancérologue me dit, tu sais, en cancérologie, on ne sait jamais. Moi, je trouve qu'il avait bien fonctionné, là. Et je veux dire que déjà, on ne sait jamais, et on garde une réserve d'espérance pour la personne qu'on accompagne, ça peut lui être drôlement utile. Vous savez, quand on va voir quelqu'un qui a une maladie dite mortelle et qu'on est optimiste en le voyant, c'est mieux que de lui dire, je reviens là-dessus, et le moral, il faut qu'avec le moral, tu dois t'en sortir, qu'une pure bêtise, je reviens sur l'imbécilité qu'on fait subir aux patients. Non seulement il est malade, mais en plus, il faudrait qu'il ait le moral d'être malade. Alors, il ne faut pas rigoler. Par contre, soit avoir le moral par rapport à nous qui sommes indemnes de la maladie pour l'accompagner vers une réserve d'espérance, ça, je crois que c'est le vrai message.
Nous avons suivi des patients atteints d'une leucémie myéloïde chronique et des médecins pendant plus de 3 ans afin d'établir comment le médicament, de sa prescription à ses effets secondaires, va s'intégrer dans la vie des patients au quotidien, dans leur façon de faire avec le médicament, ce que l'on nomme en fait l'observance. Alors l'observance, c'est une donnée importante pour les médecins parce qu'elle permet d'apprécier les effets du traitement et la résistance au traitement. Dès la première consultation, ce que l'on voit, c'est que lorsque le médecin spécialiste explique le traitement et ses effets secondaires, eh bien, les éléments de l'observance se mettent en place. Ce que l'on voit, c'est que même si les discours médicaux sont formatés, normés, établis d'après un format qui existe et qui préexiste à toute consultation, chaque spécialiste va intégrer un vocabulaire qui lui est propre, des outils pour essayer de faire comprendre aux patients, de légitimer le traitement et la prise du traitement. Alors c'est par exemple l'utilisation de statistiques, le dessin, les métaphores, la comparaison avec un traitement autre, plus vulgarisé, comme par exemple le PO. Le but de l'hématologue, c'est de construire avec le patient un univers commun en fait, un univers de partage au niveau des mots. Dans ce contexte, eh bien, il va être difficile aux médecins de parler d'observance parce que questionner par exemple le respect des prises médicamenteuses, c'est remettre en cause la confiance établie avec le patient. Donc malgré ce questionnement, eh bien, les médecins ils vont tenter quand même de saisir l'observance. Et pour cela, ils vont utiliser des questions basiques comme quand est-ce que vous prenez votre traitement, comment vous le prenez, est-ce que vous le prenez bien. Ils vont avoir d'autres outils comme l'humour ou encore la biologie moléculaire. Et puis les hématologues, ils disent avoir une idée de ce qu'est un patient qui a une bonne observance, entre guillemets. Alors les mots d'explication, de questionnement que l'hématologue va employer, ils vont agir sur le parcours du patient, sur ses choix et également aussi sur sa perception du traitement. C'est-à-dire que les mots qui vont être échangés, ils vont participer de la construction des représentations qu'a le malade, mais aussi la personne qui accompagne le patient durant la consultation, parce qu'il entend aussi ces mots, sur la façon dont il va percevoir le traitement. Et la façon dont il va percevoir le traitement va avoir une action aussi sur la façon dont il va intégrer le médicament dans sa vie. Alors par exemple, le traitement, il est souvent perçu comme fort selon les patients. Alors ça, fort, c'est une représentation qui correspond à la représentation usuelle que l'on peut avoir de la chimiothérapie. Souvent aussi, le médicament, il est décrit et représenté comme un traitement novateur, ciblé, ce qui est très valorisant socialement pour les patients et ce qui permet aussi de l'intégrer mieux dans sa vie quotidienne. Ces représentations, elles vont donc influencer le quotidien avec le médicament, par exemple, l'innovation, comme je viens de le dire, ou alors le devoir social dont s'investissent en fait les patients par rapport à ce médicament qui coûte cher. Les représentations aussi vont jouer sur la gestion de l'oubli, c'est-à-dire par exemple certains patients vont interpréter la phrase de l'hématologue « un oubli, ce n'est pas grave » comme la possibilité d'une non-prise volontaire du médicament. Alors le médicament au quotidien, à la maison, il faut que ce soit quelque chose d'acceptable, c'est quelque chose de peu contraignant. Et dans le cas de la LMC, c'est quelque chose de peu contraignant, mais sur le long terme. C'est toute la problématique de la LMC. Et pour cela, les patients vont mettre en place des outils pour favoriser le fait que la prise sur le long terme soit acceptable. Donc, un de ces outils, c'est la routinisation. Elle est d'autant plus facile dans le cas de la LMC lorsque le traitement est un traitement qui doit se prendre pendant les repas. Parce que la routinisation par rapport à un événement quotidien, répété et déjà présent dans la vie, c'est plus facile. Donc cette routinisation, elle va amener sur le long terme quelque chose de positif, mais elle peut aussi amener donc une banalisation positive, on va dire, mais elle peut aussi amener de la lassitude. Et cette lassitude, par contre, elle peut amener des problèmes d'observance. Et ce qui fait que certains patients vont s'autoriser pour combattre cette lassitude un petit break. Un break sur un week-end, un break sur un événement spécifique, comme un mariage, un événement familial important,
ou le dimanche, voilà, des petits breaks. Dès lors, on voit l'importance d'un autre outil que vont mettre en place les patients, notamment ceux qui craignent l'oubli, justement, l'oubli d'une prise. C'est ce qu'on peut appeler le rythme ritualisé. C'est-à-dire qu'il y a un rythme qui s'instaure par rapport au repas ou par rapport à une heure dans la journée, auquel ils vont ajouter un petit rituel. Ça peut être... Et là, justement, l'entourage va prendre tout son sens. L'accompagnement prend tout son sens, c'est-à-dire par exemple ça va être une épouse qui va placer tous les jours le médicament à côté de l'assiette du patient. Et puis l'autre chose qui rentre en compte, ce sont, par rapport au corps, c'est vraiment les effets secondaires. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui ont peu ou pas d'effets secondaires et qui vont avoir le sentiment, ou qui les gèrent bien, voilà, qui les gèrent bien, et qui vont avoir le sentiment au final de ne pas être malades. Et la consultation du suivi médical, elle va venir comme un rappel de la maladie. Donc ces patients-là, ils vont se sentir dans une identité un peu fluctuante. Un coup je suis malade, un coup je ne suis pas malade, et ça peut amener à des problèmes d'observance. Parce qu'au final, pourquoi est-ce que je prendrais mon médicament si je ne ressens rien ou si au final ma vie au quotidien, elle se passe bien. Tout ceci souligne les enjeux de l'observance, au cœur duquel le temps partagé par l'hématologue et l'entourage avec le patient a toute son importance. Les allogreffes de moelle osseuse, en fait, permettent tout d'abord de remplacer le système hématopoïétique. C'est ce qui permet en fait de produire les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Et en fait, certains patients, en effet, ont des déficits dans cette production, et c'est le cas en particulier des patients qui sont atteints d'aplasie. L'autre raison, et c'est la plus fréquente en fait, c'est de détruire les cellules malignes. Plus exactement, dans le cadre des leucémies, c'est une prolifération anormale de cellules hématopoïétiques au niveau du sang. Et donc là, les indications de ces greffes, c'est pour les leucémies aiguës. Juste pour vous rappeler que dans les années 90, en fait, la première indication des greffes de ces souches hématopoïétiques était la leucémie myéloïde chronique. Depuis l'émergence d'une nouvelle thérapie, en fait, ça a permis de diminuer le nombre de patients qui sont greffés. Et la troisième raison de réaliser en fait une greffe, c'est pour restituer ce qu'on appelle le système immunitaire. Et ça, on le voit en particulier chez les enfants bulles, dont on a beaucoup parlé dans les années 90. Le système HLA, c'est un système en fait, qui permet de déterminer chez un individu propre qu'il soit lui-même. Il existe des molécules qui sont codées et qui sont uniques pour un individu. Donc il faut bien imaginer que lorsqu'on va greffer quelqu'un, on va apporter un nouveau système HLA chez quelqu'un qui a un système HLA différent, un codage HLA différent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'indication principale en fait, de cette thérapie, c'est une indication immunologique, c'est-à-dire c'est la capacité de ces globules blancs par le système HLA de détruire en fait, des cellules leucémiques résiduelles. On pense actuellement que lorsque on a un individu donné, il a une chance sur 1 million de trouver un équivalent dans une population. Cliniquement, lorsqu'on va inscrire un patient pour une greffe de cellules souches hématopoïétiques, une greffe de moelle, on a 30% de chances de trouver dans le fichier actuel tel qu'il existe, ça représente 18 millions de donneurs dans le monde, de trouver un donneur compatible. 180 000 donneurs, ça paraît peu. Pour autant, actuellement, le fichier français est reconnu comme l'un des plus fiables. Les donneurs qui s'inscrivent sur le fichier français, c'est les donneurs qui sont motivés, qui respectent le don d'éthique. Ce fichier, en fait, est assujetti à ce qu'on appelle un plan greffe, qui est dirigé en fait par l'agence de biomédecine. Ce plan greffe, qu'est-ce qu'il est? Il est de donner des moyens aux différents centres donneurs en France, il y en a exactement 32, pour obtenir donc 18 000 nouveaux donneurs par an. La démarche d'inscription des donneurs s'est largement simplifiée depuis ces dernières années. Nous avons actuellement 2 types de démarches. Une première démarche en fait, qui est de s'inscrire sur Internet via le web en fait, et l'adresse est dondemoelle@abm.fr, mais aussi par l'envoi de l'engagement aux différents centres donneurs français. On peut les trouver donc soit au centre d'accueil des EFS, des établissements français du sang, ou encore en fait dans les services cliniques d'hématologie ou de greffe. Les engagements sont traités par une secrétaire
une secrétaire du centre d'honneur. Donc pour ce faire, il nous est demandé d'envoyer des échantillons sanguins à l'établissement où se trouve le patient en attente. C'est l'endroit où on va pouvoir traiter l'ensemble de ces engagements. On attend environ 8 jours avant de contacter directement par téléphone les donneurs qui nous ont adressé ces engagements. Lorsqu'on les a au téléphone, on va confirmer ou vérifier 5 points. Le premier point, c'est celui qui est le plus important, c'est de s'assurer de la motivation du donneur. Et ça, c'est très très important. Et lorsqu'on parle de motivation, en fait, on parle aussi de connaissance. Qu'est-ce que le don de moelle? Donc on reprécise certains points sur le don de moelle. Je rappelle qu'on peut s'inscrire entre 18 et 50 ans. Mais par contre, on peut donner sa moelle jusqu'à 60 ans révolus. Le deuxième point, c'est de rappeler en fait que c'est un don anonyme, ce n'est absolument pas un don dirigé. Et puis, troisième point, ce n'est pas un don immédiat. On confond très souvent le don de sang, le don de plasma, le don de plaquettes. Mais là, ce n'est pas tout à fait la même chose le donneur va rentrer sur un fichier international. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une chance sur 1 million d'avoir un ALD compatible. Donc, parfois, malheureusement, les donneurs ne sont pas appelés. Et puis, en dernier lieu, donc, il existe 2 types de dons. Un premier don qu'on appelle le don de moelle osseuse, et puis un deuxième don qu'on appelle le don de cellules souches périphériques. Dans la famille, il n'y a pas de problème médicaux, donc cardiaque, ni de problème d'embolie pulmonaire, de phlébite? Non. Non, d'accord. Alors, le centre d'accueil, c'est le lieu en fait où il va être reçu par un médecin et pour lequel il va avoir 3 étapes. Une première étape qui est à nouveau de rappeler l'ensemble de ces points. Une deuxième étape qui va être l'entretien médical pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication médicale au don de moelle. Et puis une troisième étape qui va être le prélèvement, cette fois-ci directement d'un tube de sang pour que ça aille au laboratoire d'immunogénétique. Comment avant tout se passe un recrutement de donneurs? Donc en fait, tout commence par le patient. Voilà, j'ai un patient qui est atteint de leucémie myéloïde chronique, qui échappe à sa thérapie. Donc à ce moment-là, il va avoir indication de greffe. Cette indication de greffe, en fait, d'allogreffe, tout d'abord, donc, on vérifie dans la fratrie, enfin chez ses frères et ses sœurs, si oui ou non, il y a un donneur potentiel compatible. S'il n'y en a pas, à ce moment-là, donc, il y a une demande des cliniciens greffeurs de rechercher dans le registre international si oui ou non, il y a un donneur compatible avec le patient. Le patient, il nous intéressait la même chose que le donneur, un prélèvement, afin qu'on détermine le statut HLA du receveur. On appelle ça un receveur, le patient à ce moment-là. Et puis, nous allons introduire en fait ce typage HLA dans un logiciel qui s'appelle SIRENAD, Système de recherche national de donneurs. Et au bout de 48 heures, on va avoir l'ensemble des donneurs qui sont potentiellement compatibles. Le typage HLA, en fait, lorsqu'on reçoit le prélèvement, il va être pris en charge en fait par un technicien et la première étape, ça va être d'extraire l'ADN issu de ce prélèvement. Une fois que l'ADN est extrait, à ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle des techniques de biologie moléculaire pour déterminer le statut HLA. Il existe 5 molécules HLA d'intérêt, donc on va amplifier 5 molécules HLA différentes afin de déterminer donc complètement le statut HLA. Alors, ça se fait par différentes techniques de biologie moléculaire. Celle qu'on connaît le plus, c'est un peu celle qu'on voit au niveau des experts, c'est ce qu'on appelle la technique de séquençage, où là, on va obtenir ce qu'on appelle des électrophorégrammes. C'est en fait l'ensemble du décodage des acides nucléiques ou de l'ADN que nous allons visualiser et que nous allons transformer en fait en codage HLA. Le centre receveur a déterminé une compatibilité entre un receveur et un donneur. Ce donneur, vous l'avez compris, est dans le registre, il peut être en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Cette compatibilité est déterminée en fait après typage HLA du receveur et du donneur. La LMC a été découverte en 2005 de manière complètement fortuite. La leucémie avait échappé au traitement, mais en plus elle était passée brutalement en phase aiguë. Donc la prise en charge médicale a été vraiment parfaite, quoi. Les médecins ont tout de suite fait une recherche de typage HLA dans ma fratrie, et malheureusement, aucun de mon frère et de ma sœur n'était compatible. Et par chance, un donneur
allemand a très vite été identifié. Alors que se passe-t-il au niveau du recrutement du donneur? Donc à ce moment-là, ce n'est plus le centre receveur, mais c'est le centre donneur qui reçoit en fait une demande de recrutement du donneur. Une fois que le patient est inscrit sur le registre international, en fait, il est inscrit sur le registre français de greffe de moelle. Tous les ans, ils sont sollicités par le registre français de greffe de moelle par une plaquette leur signifiant qu'ils sont bien inscrits. La deuxième chose aussi, c'est que à tout moment, il peut avoir un receveur compatible. Et à ce moment-là, il peut être à nouveau appelé par le centre donneur pour réaliser à nouveau un entretien médical et puis aussi un nouveau prélèvement. Et cette fois-ci, le prélèvement, ce ne sera pas seulement de réaliser un typage HLA, mais ça sera aussi de réaliser en fait leur statut viral. C'est de déterminer si oui ou non, ils n'ont pas d'infection dangereuse potentielle pour le donneur. Le résultat de cette greffe, c'est 5 ans après, ça a bien marché, donc même si c'est un traitement ultime, voilà, envisager avec sérénité. Sur le registre international, le donneur reçoit une carte de donneur. Et c'est seulement lorsqu'il a une carte de donneur que le donneur sait qu'il fait partie de ce registre. Et ça, c'est très très important en fait, cette carte, pour qu'il ait un suivi en fait, au cours de sa vie, pour le rappeler en fait qu'il fait bien partie du registre.